Bonsoir, Zoul Flaoul. Marhaba bikoum, sur Microscope. Ce soir, on est en direct donc sur Al Maghribiya. Nous allons, avec nos invités ce soir, revenir sur les déclarations de Azouz Nasri, président du Sénat, qui a tenu un discours qui n'a pas manqué d'attirer justement des foudres, du moins de quelques opposants et d'observateurs politiques algériens. Nous allons revenir à cette déclaration dont M. Nasri a déclaré que le Sénat soutient le président Tebboune. Des questions donc sur la séparation des pouvoirs en Algérie. Est-ce qu'un président de Sénat a le droit de tenir ce genre de discours? Que représente le Sénat? Combien de partis politiques? Ou quelle est la place de l'opinion, de l'observation du peuple algérien par rapport à ce genre de déclaration? Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission ce soir Hassan Hiraj, qui est docteur en sciences économiques et du moins analyste politique. Hassan Hiraj, bonsoir. Azoul, marhaba bik. Bonsoir Hossein, bonsoir à votre équipe, bonsoir à tous les téléspectateurs et si vous avez des invités, bonsoir à vos invités. Alors juste une chose Hossein, c'est que je ne vois pas votre image. Ah là, oui. Et là? Non plus. Non plus. On va essayer de régler ce problème technique, Hassan Hiraj. Merci d'être avec nous. Avec nous depuis Alger, Majid Hachour, avocat, défenseur des droits de l'homme et militant politique. Majid Hachour, bonsoir. Bonsoir Al-Hussein, bonsoir tout le monde, bonsoir à vos invités, c'est toujours un plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous, bienvenue. Nous allons commencer par cette petite vidéo. جميل الرجل الذي جسد مشروع الجزائر الجديدة المنتصرة، فإن المناسبة تمنحنا الفرصة أيضا لنؤكد لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأننا سنظل على الدوام داعمين له ولبرنامجه الطموح ولمشروعه الثري ومساندين للتغيير الذي رسمه ونفذه. Hassan Hiraj, avant de passer peut-être dans le fond de ce sujet, est-ce qu'on peut parler un peu de la forme aussi? Alors, une déclaration du président du Sénat qui soutient le président. Dans le président, tout le monde sait comment il a été élu, c'est quoi un Sénat en Algérie, les membres du Sénat, les partis politiques qui y participent, et est-ce qu'il a le droit de tenir un discours pareil? Démocratie populaire, en fait, ce genre de personnages ont tous les droits. Dès lors qu'on a besoin d'eux, on leur demande d'agir, de parler, de faire un discours. Et donc, de façon idoine, il va se retrouver là à dire un certain nombre de choses qui relèvent de la langue de bois habituelle, un soutien, évidemment, il n'a pas le choix. Hein. Je veux dire, on sait que le Sénat, même ceux qui sont élus, parce qu'une partie est désignée, une partie est élue, il faut mettre le mot élection entre guillemets, malheureusement. Oui. On n'en est pas là. Donc, d'abord, il prouve lui-même, en tant que président du Sénat, il prouve qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Une séparation de pouvoir, c'est ce qui, même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce qui détermine une démocratie ou pas. C'est-à-dire à partir du moment où le pouvoir législatif, c'est-à-dire les femmes et les hommes qui font la loi, qui votent les lois, n'est pas séparé du pouvoir exécutif, donc ceux qui exécutent ces lois-là, à savoir le gouvernement et puis l'ensemble évidemment des institutions officielles, et puis évidemment ceux qui rendent la justice, c'est-à-dire est-ce que les juges, est-ce que les magistrats sont indépendants de ces deux autres groupes d'institutions. Or, dans toutes les démocraties populaires, qui, rappelons-le aux téléspectateurs, étaient les pays satellites de l'Union soviétique,
Évidemment, malheureusement, il n'y a pas de séparation donc des pouvoirs. En plus, il n'y a pas non plus une liberté d'expression pour les journalistes, pour la presse d'une façon générale. Donc, il ne peut pas avoir... Mais Hassan Hirsch, avant de passer peut-être Hassan Hirsch vers d'autres questions par rapport justement à cette problématique, c'est est-ce que M. Nasri ignore tout ça? Lui qui est juriste, qui a été président de la Cour suprême pendant des années, il connaît très bien le sens ou la définition de cet aspect justement, celui de séparation des pouvoirs. Je crois que ce qu'il connaît le plus, donc ce qu'il n'ignore pas du tout et qui n'a pas intérêt à ignorer, c'est le rôle qu'on attend de lui. Il n'est pas là pour exercer un pouvoir qui relève vraiment des pouvoirs constitutionnels, je dirais même des pouvoirs d'un Sénat dans un système démocratique. Il est là pour servir le système. Et évidemment, il connaît toute la phraséologie, il connaît tout le verbatim, il connaît tout le narratif qui doit évidemment exposer, énoncer à un certain nombre de situations, de conditions, de moments de la vie politique algérienne. Et donc là, il s'emploie de façon, on va dire, efficace pour le système. Il joue son rôle. Et donc, évidemment qu'il n'ignore pas comment ça se passe dans les vraies démocraties. Sinon, on va l'envoyer en stage en Finlande ou en Norvège, et puis peut-être que ça pourra faire l'affaire. Mais il est évident qu'il joue plutôt le rôle, donc il tient une posture d'homme qui est un des, un des agents de l'establishment du système en place, et ça fonctionne comme ça depuis 1962. Il va dire 2-3 phrases, il est applaudi, 2-3 autres phrases, il est applaudi, ainsi de suite. Et puis voilà, à la fin, la séance est terminée, tout le monde est content, un dernier applaudissement, et puis il aura joué son rôle. Merci Hassan Hirsch. Restez avec nous. Majid Hachour. Alors, Majid Hachour, cette session parlementaire, d'ailleurs, il faut le rappeler, reportée pour des questions que tout le monde sait, on en a déjà parlé. Mais sinon, Majid Hachour, c'est violation de la Constitution, déjà le report de la session parlementaire. Et aujourd'hui, on soutient le président Tebboune, clairement, sans prendre en considération toutes les autres composantes du peuple algérien. Mais aujourd'hui, il convient de préciser une chose, que malheureusement, plusieurs de nos politiques et nos juristes semblent ignorer ou omettre quand on parle de violation de la Constitution. Dans notre pays, il y a un problème. Le premier problème est d'ordre de classification des lois. J'espère aujourd'hui que vous m'entendez très bien, El Hussein. Oui, 5 sur 5, merci. Très bien. Donc, je disais que le premier problème est dans la classification des lois. La Constitution n'est pas la première source du droit en Algérie. Article 1 du Code civil. Elle n'est pas la première source du droit, ni la Convention internationale. La première source du droit en Algérie est la loi. C'est-à-dire, la loi qui ressort en principe de la Constitution devait être au moins classée en deuxième position. Mais non, elle est en première position. Vous avez la loi, puis Sharia, puis la coutume, puis les principes du droit. Les principes du droit, comprendre à contrario, la fortiori, comprendre la Constitution et la Convention internationale. En quatrième position, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de violation de la Constitution, le terme est un peu
Oui, certes, il y a violation de la Constitution, il y a non-reconnaissance des textes qu'on émet, qu'on vote par le biais du Parlement ou par référendum. Donc, violation de la volonté générale, mais c'est une violation de la volonté générale appuyée par la loi. Ben, cette question se pose, Majid Hachour, parce que, écoutez très bien ce que le président, justement, Nasri a déclaré. Cette session sera marquée par la production juridique parlementaire et l'activité de contrôle. Ben, justement, les opposants ou les observateurs qui se sont posés cette question, Majid, c'est que reste-t-il de ce contrôle quand le président lui-même soutient une partie de la classe politique, du moins? Depuis 2019, on a assisté à la privatisation des institutions et la privatisation du pays tout court. Les institutions sont au service d'une certaine caste. Il faut le dire, il faut l'avouer. Et techniquement et juridiquement, il y a des preuves il y a des preuves irréfutables. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de pouvoir, ni législatif, ni judiciaire. On parle de, il faut l'avouer, il faut le reconnaître, il faut nommer, appeler les choses par leur nom. Nous assistons à des fonctions législatives et à des fonctions judiciaires, dans lesquelles tout le monde est fonctionnaire. Tout le monde est fonctionnaire au service d'une institution présidentielle. En plus de ça, dans les traditions constitutionnelles. La question principale, c'est que ce Nasri, il est au courant quand même qu'il n'a pas le droit de soutenir un programme quelconque du président, et si ce n'est pas du tout son rôle. Mais suivez-moi, Al-Hussein, s'il vous plaît. Suivez-moi bien. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que d'abord, je te dis que tout le monde est devenu fonctionnaire au niveau de la présidence. Et deux, on a tout le temps condamné l'absence de culture d'État. Quand il n'y a pas de culture d'État, comment voulez-vous que chacun assume ses droits et ses devoirs? Vous me parlez d'un président du Sénat qui est juriste. Il sait pertinemment ses limites et il sait pertinemment ses prérogatives et il connaît la fonction d'un président du Sénat, le pouvoir d'un Sénat, le pouvoir d'un Parlement, le pouvoir d'un pouvoir, le pouvoir législatif. Tout ça, il le connaît. C'est un juriste, vous l'avez dit. Moi, je ne le connais pas. Mais les juristes, ils connaissent tout ça. L'étudiant en première année de droit connaît tout ça. C'est des ABC du droit, tout ça. Mais le problème, je vous disais, le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans cette privatisation de l'État et dans la fonctionnalisation des institutions. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit « je vous soutiens », ben, honte à lui, je dis. Bien sûr que ça fait honte, c'est une honte. Ça fait honte. D'abord, pourquoi que ça fait honte? D'abord que, paradoxalement, dans cette constitution, on parle de majorité parlementaire, puis on parle de majorité présidentielle, certes. On pourra dégager une majorité parlementaire, on pourra dégager une majorité présidentielle. Mais étions-nous dans cette dynamique? Y a-t-il une majorité parlementaire? Y a-t-il une majorité présidentielle? On sait tous le fond du problème. Pourquoi qu'ils recherchent cette clientèle? Pourquoi qu'ils élargissent la clientèle? Parce qu'il y a absence de légitimité, il y a absence de base sociale. Au point où nous assistons à ce genre de réaction. Ils défendent leurs privilèges.
Quand il dit que le président était au service du peuple, le sénateur qu'il est, il est au service du peuple, le parlementaire, quel qu'il soit, est au service du peuple. Mais eux, non. Ils disent qu'ils sont au service du président. Non, non, vous n'êtes pas au service du président. Merci Majid S'il Hachour. faudra... Restez avec nous Majid, je reviens vers vous. Hassan Hirsch, je ne sais pas si vous avez très bien écouté Majid Hachour qui parle d'une privatisation de l'État. Est-ce qu'on en est là, Hassan Hirsch, parce que c'est grave? C'est oui et c'est non. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'aspects, effectivement, où il y a privatisation de l'État dans la mesure où la plupart ou la presque totalité de ceux qui sont dans ces institutions-là utilisent effectivement leurs fonctions, utilisent leur pouvoir pour régler des problèmes personnels, pour des passe-droits pour eux, pour leur famille. Ils font tout pour se maintenir, ainsi de suite. Dans ce cas-là, évidemment, il y a privatisation des institutions, du pouvoir, de l'État, ainsi de suite. Après, il reste que l'ensemble de ce personnel-là, y compris le président de la République, sont prisonniers d'un système politique mis en place, encore une fois, depuis au moins, enfin, remonté surtout à Wali Boumediene, Mohamed Boukharbouba. C'est-à-dire à partir du moment où les institutions et le système qui régit justement ces institutions-là et qui sont inspirés, encore une fois, j'insiste là-dessus, des démocraties populaires du temps de l'Union soviétique. Donc, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas possibilité de faire autrement que ce qu'ils font, c'est-à-dire la posture, suivre un certain nombre de protocoles définis à l'avance, où il faut parler évidemment avec un certain code, marcher sur des œufs, faire attention à ceci, à cela. Donc, dans ce cas-là, il y a à la fois privatisation donc, de l'État parce qu'ils se rendent service eux-mêmes et cet État lui-même, cet État est prisonnier d'un système politique qui a été mis encore une fois en place et qui n'a jamais été réformé. Il y avait une tentative en 1989 qui a avorté à la fin 91, début 92, avec l'arrêt du processus électoral. Après, il faut se poser des questions. Pourquoi il y a eu cette arrestation, pourquoi il y a eu l'arrêt de ce processus électoral, qui en est responsable au niveau de l'État, justement, au niveau de l'armée, au niveau des services, au niveau des magistrats, au niveau des civils, au niveau des politiques, au niveau de l'opposition. C'est-à-dire quelle a été, par exemple, l'attitude, notamment des islamistes à ce moment-là. Est-ce que aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'ils ont réfléchi de comment ils ont agi, comment ils se sont comportés? Est-ce qu'ils n'ont pas fait peur justement à ceux qui détenaient le pouvoir à ce moment-là? Est-ce qu'ils n'ont pas voulu précipiter les choses en demandant tout de suite une élection présidentielle? Est-ce qu'ils n'ont pas justement poussé à l'affolement, à la psychose? Et puis, il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, tout ça, c'est des réflexions à mener avec sérénité, sans prise de position idéologique, politicienne, ainsi de suite, avec vraiment beaucoup de sagesse, savoir comment ça se fait qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec de la part de l'opposition, un échec de la part des femmes et des hommes qui étaient dans l'institution, et ce qui fait qu'on n'a pas changé du tout de système. Et aujourd'hui, tout ce dont on parle, que ce soit le président, les ministres, les présidents des deux chambres, que ce soit les walis, etc., ils sont prisonniers, vraiment, c'est le terme,
prisonniers de ce système-là. Et c'est ce que a décrit en gros Étienne de la Boétie au XVIe siècle, c'est la servitude volontaire vis-à-vis non pas d'un personnage comme lui, Étienne de la Boétie l'avait décrit, mais servitude volontaire vis-à-vis d'un système global et qui, pour le moment, a du mal à être réformé. En tout cas, les hommes qui sont au pouvoir ne souhaitent pas ou ne veulent pas ou ne peuvent pas le réformer pour qu'on passe à une véritable république, c'est-à-dire non pas république algérienne démocratique et populaire, tout simplement république algérienne, point. Comme ça a été. Merci Hassan Hirsch. Hassan Hirsch, si on revenait un peu à la déclaration de Nasri, parce que la vidéo était en arabe, donc je sais que vous n'aviez pas trop tout pigé. Hassan Hirsch, alors en reconnaissance de la qualité de l'œuvre accomplie, de la richesse de l'action menée au service de la patrie et de l'intérêt général, nous saisissons cette occasion pour réaffirmer au président de la République, Abdelmajid Tebboune, notre soutien constant à son programme ambitieux, à son projet riche et à la dynamique de changement qu'il a dessiné et mis en œuvre. Hassan Hirsch. La seule chose que je relève dans cette déclaration, qui est vraiment la langue de bois, la plus, comment dire, la plus significative justement de ce système-là, c'est qu'il part de programme. Or, à ma connaissance, à moins que je me trompe, à ma connaissance, il n'y a pas de programme. Moi, j'ai jamais eu un livret ou un livre ou un fascicule. Tebboune a parlé des engagements, 54 engagements, mais pas de programme. Oui, mais ça fait pas un programme. Non. Ça fait pas un programme. Après, quand on lance comme ça un certain nombre de points d'engagement et qui sont ponctués de Inch'Allah, ça veut dire que si ces points-là ne sont pas réalisés, on va dire la râle. Donc, pour moi, ce n'est pas un engagement ferme. Voilà, donc on se remet à la divinité. Est-ce que donc il n'y a pas de responsabilité? C'est-à-dire, on est évidemment dans un système où on ne rend pas compte. À qui on rend compte? Au peuple, on ne lui rend pas compte. À l'Assemblée nationale, on lui rend pas compte. Au contraire, c'est cette assemblée à laquelle normalement les hommes politiques doivent rendre compte. C'est cette chambre-là qui, elle, rend des comptes à l'exécutif. Donc, on est vraiment dans un monde un petit peu à l'envers, quoi. Donc, est-ce qu'il y a une volonté politique de changer le système, de faire de vraies réformes, ou il n'y a pas cette volonté politique-là? Donc, pour le moment, ça fait 6 ans que le président Abdelmajid Tebboune, soit il n'a pas su, soit il n'a pas pu, soit il n'a pas voulu réformer le système. Eh bien, il y a un certain nombre d'hommes politiques exclus de la vie politique, toute l'opposition, c'est pas la peine que je les cite, et on travaille toujours avec les mêmes, on travaille toujours avec, c'est ce qu'a décrit Pierre Bourdieu dans son ouvrage « Et les héritiers ». Voilà, donc malheureusement… Hassan Hirsch, Nasri a parlé aussi de ce fameux dialogue national dont Tebboune d'ailleurs a plusieurs fois parlé, mais bon, on ne le voit pas. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien de ce dialogue national. D'ailleurs, tous les hommes politiques se posent cette question. Où est passé cet engagement de dialogue national? Et Nasri dit qu'il appelle donc tout le monde à contribuer efficacement aux missions parlementaires et à participer sérieusement aux grands chantiers qui seront ouverts dans le cadre du dialogue politique et social national annoncé par le président Tebboune. Ce dialogue traduit une volonté politique forte et une démarche concrète du président pour maintenir une main tendue, une oreille attentive et une porte ouverte. Hassan Hirsch, la question se pose toujours, de quelle porte parle M. Nasri? Non, mais Hossein, dans ce genre de système, ce n'est pas propre à l'Algérie. Dans tous les pays autoritaires, le dialogue, c'est entre soi. C'est pas avec l'opposition. C'est pas avec la société. On se souvient
Waeli Boumediene, quand il avait fait en 1976 la charte nationale, il avait donné la possibilité de parler librement, etc., pour envisager une première charte, donc qui était un peu la Constitution. Et ben, le lendemain, quand tout le monde s'est exprimé, il y a eu des hommes politiques de renom comme Farhat Abbas, Ben Khadda et d'autres qui ont été emprisonnés tout de suite. Il y avait un certain nombre de cadres, dont moi-même, qui ont été tout de suite marginalisés, et soit exclus de leur travail, soit mis sur la voie du garage. Et donc, on en est à un dialogue entre soi. Soit effectivement vous rentrez dans ce système-là et vous participez plus ou moins au dialogue, et encore, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir droit au chapitre. C'est les hommes, les femmes qui tiennent le pouvoir, qui sont le noyau de ce système, qui peuvent Merci. dialoguer entre eux éventuellement. Mais on n'en est pas là. Merci Hassan Hirsch. Restez avec nous, Hassan Hirsch. Je reviens vers vous. Majid Hachour, sur la même question, Majid Hachour. Ce dialogue national, les partis politiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Enfin, bon, il y a des questions même par rapport à ça. Hein. Je sais que vous n'êtes même pas d'accord pour ce dialogue, Hirsch, parce que bon, il y a d'autres exigences et priorités. Mais qu'en pensez-vous de ces déclarations? Le problème, il est où? Le problème, il est entre la culture du pouvoir et la culture d'État. Ceux-là ne sont pas dans la dynamique, ni dans la perspective, ni dans l'idée de la culture d'État. Parce que la première implication de la culture d'État, c'est le respect du peuple. Et par le respect du peuple découle le respect de la plus haute base juridique et institutionnelle. C'est la Constitution. Est-ce qu'un jour on a respecté la Constitution? J'ai dit que l'article 1 déjà du Code civil règle le problème. Ils ne sont pas dans cette logique, ils n'ont jamais été dans cette logique. Ils ne sont pas dans la logique de la culture d'État. Ils sont dans la logique de la culture du pouvoir. Certes, le pays est pris en otage par le système. Mais aujourd'hui, pire encore, ce système privatise tout. Nous sommes dans la simple privatisation de tout. Et les institutions, et le peuple, et leur peuple d'ailleurs, leur peuple situé quelque part, sans populisme aucun. Nous sommes dans cette logique. Au départ, rappelez-vous que on a fonctionné, en parlant des Boumediene, on a fonctionné presque 10 ans sans constitution. Bien sûr, on a fonctionné par la répression, ça c'est clair. Mais on a fonctionné 10 ans sans constitution, sans parlement, sans pouvoir judiciaire, sans pouvoir législatif. Aujourd'hui, la chose se répète. Depuis 6 ans, c'est vrai qu'on a fait du boumedienisme sans Boumediene. Et le résultat aujourd'hui, au lieu de mobiliser comme il le faisait au niveau du parti unique, des masses populaires, des organisations satellites, toutes celles-là et tout cela ont montré leurs limites depuis 2019, leur échec, leurs limites, leur obsolétisme, comme on dit. Ils n'arrivent plus à mobiliser à base des anciennes rhétoriques et des anciennes théories. Ils mobilisent à travers ces institutions. Un juriste qui vous dit que nous sommes d'ailleurs, on vient d'en parler. Quel programme? Avez-vous vu le programme du Raïs? On n'a pas vu de programme. Quand on dit que, d'ailleurs, même le changement gouvernemental,
Quand il y a changement gouvernemental ou continuité gouvernementale ou modification gouvernementale, on le fait Et Majid, il parle selon aussi, il dit que justement ce dialogue va permettre aux différentes forces et acteurs de faire entendre leur point de vue et de contribuer à l'édification d'un État algérien durable. il a parlé d'avant la fin 2025. Rappelez-vous, le lendemain, le 14 septembre ou le 15 septembre 2024, il avait dit que ce sera fait avant le 2025. Il ne reste que 2 mois avant la fin de 2025. Avez-vous vu ce dialogue? Le problème n'est pas dans les effets d'annonce. Le problème n'est pas dans les effets d'annonce. Est-ce qu'il y a un déterminisme? Est-ce qu'il y a, oui, on le dit, une volonté à changer la donne? Cette donne-là qui nous a tout le temps menés vers le mur. Est-ce qu'il y a une tendance, au moins une tendance, à ce qu'il cesse avec ces pratiques qui durent depuis 62? Le mépris du peuple, la répression, la diabolisation, l'autoritarisme, tout ça. Est-ce qu'ils ont au moins l'intention de cesser avec ça, de se tourner enfin vers le peuple pour lui donner enfin sa chance, de cesser de mépriser ce peuple qu'on l'accuse dès qu'on lui donne la liberté, il vote islamiste. C'est faux. Parce que s'il y a réflexion de l'ouverture de 89, il faudra aussi qu'il y ait réflexion d'octobre, de ce qui a mené vers octobre 88, de ce qui s'est passé en octobre 88. Est-ce qu'ils étaient dans l'intention d'ouvrir? Est-ce qu'ils étaient vraiment dans l'intention d'ouvrir? Est-ce que c'était pas parce qu'il y avait une précipitation à annoncer le multipartisme, dans un discours qu'ils n'ont pas pu assez vérifier parce qu'il était fait à la va-vite un certain 10 octobre 88. Qu'est-ce qu'il faut, Majid Hachour, aujourd'hui, Majid Hachour, concrètement, pour sortir justement de ces scénarios, comme vous êtes en train de le dire justement si bien, des intentions, parce que ce n'est pas suffisant les intentions. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers cette Algérie rêvée de tous? Toutes ces erreurs, toutes ces flagorneries, toutes ces, comment dirais-je, je m'excuse du terme, toutes ces blagues auxquelles nous assistons, blagues des fois sanglantes, des fois tristes, des fois... Mais c'est lamentabilité. Voilà, cherchez le mot. Pour cesser avec ces lamentabilités, le chemin est clair. C'est celui de revenir vers le peuple. C'est celui de donner la chance à ce peuple. Et pour ce faire, il convient d'ouvrir le débat. Il convient encore, et on ne le répétera jamais assez, d'ouvrir le champ politique, d'ouvrir le champ médiatique. Nous sommes en train de parler en ce moment, même sur les plateaux de télévision algérienne, on parle de la démocratie participative. Il y a même eu des articles qui ont été publiés dans la presse algérienne, arabophone et francophone. Des plateaux sont ouverts aussi autour de ce sujet. Cette idée ingénieuse du président Tebboune, donc pour aller vers une démocratie ingénieuse, démocratie participative. Nous allons juste regarder ce petit reportage et je reviens tout de suite, Majid. الدستور الجديد هذا الدستور الذي الحالي للجزائر رقى مستوى المشاركة السياسية إلى الديمقراطية التشاركية، وبالتالي من مصالح هذه الوزارة مراقبة أداء الجماعات المحلية من حيث تمكين المواطن من حقه في الممارسة السياسية عن طريق الديمقراطية التشاركية. لا ننسى الآن أساس أو عمود الفقري للنظام السياسي الجزائري مبني على مجد حشو. Vous savez, j'ai fait une thèse sur le droit au développement. Alors que, bon, au niveau mondial, on n'est pas parvenu à assumer le droit au développement. Le droit au développement, pour résumer et être succinct,
Le droit au développement, c'est un droit qui non seulement reconnaît le développement économique, pour raccourcir, c'est pour être succinct, je vais être rapide, c'est non seulement il reconnaît le développement économique, à savoir les droits économico-sociaux, mais il devrait reconnaître aussi les droits politico-culturels. Et comme ils n'arrivaient pas à assumer le développement, le droit au développement, ils lui ont créé un autre mot, le développement durable. Même chose pour la démocratie. Remarquez que depuis 62, qu'est-ce qu'il parle il parle de quoi? Il parle de démocratie responsable, de démocratie participative. Moi, dès qu'il y a un mot à côté de la démocratie, je me dis. Il n'y a pas de démocratie participative ou responsable ou autre. Il y a démocratie, point barre. Une démocratie qui a ses outils, qui a ses instruments. Et voilà. Il n'y a pas de démocratie participative ou tout autre. Il y a une démocratie qui interpelle, qui implique la séparation du pouvoir, le respect. Comment? Allô? C'est vrai. On vous entend. Donc, il y a une démocratie qui implique le respect des droits de l'homme, la séparation des pouvoirs, le multipartisme, le respect de la diversité, le respect surtout du droit à la différence. C'est tout cela une démocratie. Une démocratie qui ouvre le débat. Il ne le condamne pas, il ne le criminalise pas. Merci. Merci, Majid. On va poser la même question à Hassan Hersh. Alors, vous avez, enfin, je ne sais pas, vous n'avez pas peut-être retenu tout ce qui a été dit, mais sur les plateaux, justement, il y a quelques articles de presse aussi, on parle de la démocratie participative, une idée lancée par Abdelmajid Tebboune. Ça a été, comment dire, l'idée dans les années 60-70 qui était venue de Suisse. Donc, on est vraiment bien loin de là. Démocratie participative signifie quand même qu'il y a une véritable participation au niveau local, au niveau régional et puis au niveau national. Donc, il faut qu'il y ait une décentralisation du pouvoir. Pour le moment, il est totalement concentré entre les mains d'une poignée de gens. Et donc, on ne peut pas parler de démocratie participative. Vous savez, les partenaires de l'Algérie, avant l'effondrement de l'URSS, c'était l'Albanie, c'était la Roumanie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, et tout ça. Tous ces pays-là ont changé de système. Ils sont allés vers justement une démocratie libérale avec des élections libres, avec une liberté d'expression, avec des partis politiques totalement indépendants, une justice totalement indépendante, de séparation des pouvoirs, etc. Nous n'avons pas suivi ces pays-là qui étaient nos amis. Je me souviens, même sur les murs de l'université d'Alger, il y avait des images de Cuba, de l'Albanie, de la Corée du Nord, de la RDA, la Hongrie, la Pologne, et ainsi de suite, des images épiques de paysans, de soldats, de travailleurs, ainsi de suite, etc. Et donc, on ne parlait que de ces pays-là. Or, on voit que après l'effondrement de l'Union soviétique, tous ces pays-là ont changé de système et il reste évidemment en périphérie la Corée du Nord, Cuba et l'Algérie. La Russie avait commencé aussi à changer de paradigme et puis il y a eu la reprise en main par Vladimir Poutine. On retourne vers un système totalitaire de type soviétique. Donc, en fait, où les Algériens qui sont au pouvoir décident de réformer le système, de changer complètement de paradigme et donner la parole au peuple algérien et qu'il y ait des choix politiques et qu'il y ait une véritable décentralisation de la décision politique, à ce moment-là, effectivement,
on va arriver à une démocratie participative. Sans ça, ça reste évidemment au niveau des vœux, au niveau de la parole, et ce ne sera pas pour demain. Voilà. Bah, justement, Hassan Hirsch, est-ce que ça va être concrétisé, enfin, d'après bien sûr toujours le régime en place, autour de cette question de dialogue, comment ils peuvent justement envisager ça? Donc c'est un dialogue entre Puis, soi. Hassan Hirsch, je dis ça parce que tout le monde s'attend à ce que l'opposition soit écartée en vrai. Elle est déjà écartée. Tant que de toute façon c'était un dialogue entre soi, il n'y aura pas de changement. Et je vais même être plus méchant que ça, et j'ai pas le choix. Même le dialogue entre soi, il n'existe pas véritablement. Ce sont plutôt les hommes, on va dire, forts du système qui décident, qui ont le gouvernail en main, parce qu'il suffit de voir les conflits entre ces hommes. Combien de généraux, combien de ministres, combien d'anciens même premiers ministres, etc., qui sont aujourd'hui en prison. Parce que s'il y avait un dialogue déjà entre eux, aujourd'hui, on ne va pas assister à des emprisonnements, des sorties, des rentrées, ainsi de suite, d'hommes quand même importants du système algérien. Et donc, si on veut véritablement un dialogue, il faut déjà commencer dans ses propres rangs. Merci. Ensuite, effectivement, ouvrir à l'opposition. Moi, tant que je vois quelqu'un comme Karim Tabou, et malheureusement, il n'est pas le seul, comme Karim Tabou obligé de signer dans la gendarmerie ou je ne sais plus quelle institution tous les jeudis, je me dis qu'il ne peut pas avoir de dialogue. Donc, en fait, c'est une façon de lui mettre un bâillon, de lui mettre la chaîne au poignet, au pied. Donc, voilà, malheureusement. Mais ceci dit, je ne perds pas espoir. Donc, les Algériens sont capables d'une intelligence collective parce qu'il y a beaucoup d'intelligence individuelle. Et donc, voilà, il faut passer de l'intelligence individuelle à l'intelligence collective. Et puis peut-être. Merci Hassan Hirsch. Peut-être qu'il y aura un miracle à la fin de l'année. Majid Hachour, pour finir, on a encore 2 minutes, je pense. Majid Hachour, alors, est-ce qu'il faut des préalables ou comment voyez-vous cette question de dialogue? Vous me parlez de dialogue. Quel dialogue? Quel dialogue? Tout est fermé, El-Hussein. Tout est fermé. Pourquoi que on met la charrue avant les bœufs? Sommes-nous dans un pays qui dialogue ou qui permet le dialogue? Mais avant le dialogue, sommes-nous dans un pays qui permet le débat? Tout débat est fermé. Nous sommes pires que l'ère de Brejnev. Nous sommes pires que l'ère de Mao Tse-tung ou de Gamal Abdel Nasser ou de soi-disant grand. Un jour on en discutera. Grand à l'extérieur et Haggarine à l'intérieur. Quel dialogue est possible? Tout est fermé. Je parle vous m'avez invité, merci beaucoup, c'est un honneur et c'est un plaisir. Et c'est une tribune. Vous ne savez pas qu'elle représente pour nous cette tribune qui est Al-Maghribia. Mais en vous parlant, en intervenant dans vos plateaux, et en rencontrant même des amis dans vos plateaux, on se tient le ventre en Algérie. On se tient le ventre. L'émission va finir. Et je commence à réfléchir est-ce que j'ai mis un mot de travers? Est-ce que j'ai un peu dérapé ou beaucoup dérapé ou pas du tout dérapé? Et on parle de dialogue. L'article 87 est suspendu comme une épée de Damoclès. Surtout,
sur la tête de toutes les Algériennes et des Algériens. Des gens sont en contrôle judiciaire depuis au moins 3 ans ou 4 ans. Des gens sont en prison. Des femmes et des hommes sont en prison à cause de leur opinion. Merci. Donc, de quel dialogue pourra-t-on parler? De Merci, quelle Majid. démocratie pourra-t-on parler? De quel débat pourra-t-on parler? Merci Majid Hachor, يعطيك الصحة. Merci d'être avec nous. Merci Hassan Hirsch Hamnev. Merci à vous toutes et à tous. On arrive à la fin de cette émission. À demain.